Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle émission. Ce soir, nous allons prendre le temps de parler d'une pathologie qui affecte principalement les enfants. Le TDAH ou le trouble du déficit de l'attention qui s'accompagne ou pas d'hyperactivité. Un trouble qui toucherait 1 à 2 enfants par classe, ce qui est énorme. Ne pas tenir en place, bouger tout le temps, être turbulent, ces signes ne suffisent pas pour diagnostiquer un enfant TDAH. Comment faire la différence entre turbulence et hyperactivité? Comment aider les enfants hyperactifs et surtout aider leur famille? C'est ce que nous allons tenter de vous expliquer ce soir avec nos invités. Nous recevons le professeur Tapti Medjid. Vous êtes pédopsychiatre, chef de service donc de pédopsychiatrie à l'EHS de Cheraga. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous recevons également Zidani Lamia. Vous êtes maman de 2 enfants hyperactifs. Merci d'être parmi nous ce soir pour raconter un peu votre histoire et partager votre expérience. Bonsoir. Alors, professeur Tapti, on associe souvent l'hyperactivité à un enfant hyperactif à un enfant agité ou turbulent, alors que l'hyperactivité est un trouble neurologique. Il s'agit bien d'un déficit neurodéveloppemental. Comment expliquer la différence, c'est d'ailleurs le titre de cette émission, la différence entre l'hyperactivité et la turbulence, pour que les parents qui nous regardent ce soir puissent comprendre la différence? Merci. Donc, avant tout ça, il faut donner la définition. Tout simplement, Tout simplement, voilà. Après, on fera la comparaison entre les troubles du comportement et le TDA lui-même. Donc, la définition du déficit d'attention, donc c'est un trouble qui est déjà constitutionnel. Ça veut dire constitutionnel et neurodéveloppemental. Neurodéveloppemental parce qu'on est avec le TDA, avec hyperactivité au sans hyperactivité, et on évolue avec. Et c'est un trouble aussi constitutionnel parce que dans toutes les définitions, quand vous voyez donc déjà durant la grossesse, il y a beaucoup de mamans qui vous disent que l'enfant est déjà hyperactif dans le ventre de sa maman. Il bouge beaucoup et les premiers mois de sa naissance, on voit déjà les premiers troubles qui apparaissent. Donc il est déjà constitutionnel et neurodéveloppemental. Pour la comparaison... Quand on dit neurodéveloppemental, ça veut dire que... Il évolue avec l'enfant. C'est-à-dire aussi au niveau du cerveau, il y a déjà une anomalie, c'est ça? Oui, l'anomalie donc consiste à un défaut de myélinisation au niveau du cerveau. Et le trouble, donc le TDA, doit être diagnostiqué avant l'âge de 12 ans. Donc, il y a une notion de génétique qui est dedans, et les facteurs génétiques notamment en lien avec le gène transporteur de la dopamine. Donc, c'est une pathologie qui a un lien avec la neurobiologie. Donc, le problème, il se situe au niveau des 2 axes dopaminergiques et nora. La dopamine, c'est l'hormone qui est responsable de l'attention. C'est un médiateur, ça se passe au niveau de la fente synaptique. Donc, quand il y a carence de transport de cette dopamine, donc il y a un problème de myélinisation, il y a un problème de transmission. Ça a été prouvé. Plus simplement, la dopamine, elle est responsable sur quoi? De quoi? La dopamine, c'est le transporteur. Donc, elle assure le transport au niveau synaptique, au niveau de la fente synaptique. Mais sur le plan génétique, il y a un souci de carence et un souci de transport au niveau des synapses. Donc, c'est neurobiologique. Voilà. Bon, après, il y a d'autres causes aussi qui sont incriminées. Par exemple, la carence en fer. Il y a aussi les problèmes familiaux, enfin toute cette carence affective. En fait, oui, en langage plus simple, peut-être pour les personnes qui nous regardent ce soir, c'est que quand on a un enfant turbulent et un enfant hyperactif, quelle est la différence en fait? Parce que souvent on a tendance à dire, quand on voit un enfant qui est agité, qui est impulsif, qui bouge beaucoup, on dit automatiquement que c'est un enfant hyperactif. Alors comment faire la différence? Il faut faire la part des choses. Ce n'est pas tous les enfants qui sont hyperactifs, ce n'est pas tous les enfants qui sont turbulents qui présentent ce trouble. On voit bien des enfants, par exemple, à l'âge de 4, 5 ans, 6 ans, où ils vivent, par exemple, une séparation familiale, un divorce, une mauvaise situation économique, une mauvaise situation financière, un conflit familial. Ces enfants peuvent développer des signes qui ressemblent énormément aux signes du TDA. Mais ce n'est pas pour autant que ça soit un trouble du déficit de l'attention. Ça, d'une part. De deuxième part, le trouble de déficit d'attention peut se compliquer
de troubles de comportement et de troubles de l'opposition, surtout à l'adolescence. Oui. Voilà, donc il faut faire la part des choses. De toutes les manières, on va y revenir lorsqu'on parlera du diagnostic. Madame Zidani, je le disais à l'instant, donc vous êtes maman de 2 enfants hyperactifs. Alors Wassim, 12 ans, Fers, 8 ans, que nous saluons au passage. Comment sont vos enfants? Est-ce qu'ils sont très agités, turbulents? Et à quel moment vous vous êtes inquiété, vous vous êtes dit qu'il faut consulter? L'aîné, c'est à l'école, c'est les convocations à l'administration. À quel âge? Il avait quel âge? Il avait 5 ans et demi. Oui. 5 ans et demi, donc pratiquement presque 6 ans. Il commence, les profs, à me convoquer à chaque fois. Il ne tient pas en place, il bouge à la classe. Il est un petit peu ailleurs, tout le temps ailleurs. Il n'est pas concentré, donc pour eux c'est un enfant turbulent. Oui. Toujours ils me disent que c'est un enfant turbulent, il bouge beaucoup à la classe. Moi au départ je me disais... C'est-à-dire avant l'école vous ne vous êtes pas inquiété en fait? Non, non, pas du tout, pas du tout. Une fois à l'école. Oui. C'est à l'école, quand l'administration commence à vous convoquer à chaque fois, il n'écrit pas, ses cahiers c'est vide et tout. Là, j'ai commencé à m'inquiéter. Donc, ils te disent l'oral, le problème, c'est que l'oral, il est très très bien, l'oral. C'est le premier de la classe. Il répond à les questions, il n'a pas de problème de langage, ni rien. Quand c'est l'écrit, il fait les devoirs, l'écriture, il est distrait, il y a un problème de distractibilité peut-être. Tout le temps, tout le temps. Oui. On va, pour comprendre peut-être avec plus de détails, on va voir un reportage dans lequel on va voir vos enfants justement, un reportage qui a été tourné à l'OHS de Cheraga et qui parle justement de l'hyperactivité. Vous voyez ce reportage signé Sofiane Hamoudi, regardez. L'hyperactivité est un véritable enfer pour l'enfant qui en souffre, ainsi que leur entourage, parents et enseignants. C'est dans ce service de pédopsychiatrie de Cheraga qu'on a rencontré ces 2 enfants, Wassim 12 ans et Fares 8 ans. C'est des enfants hyperactifs, difficiles à tenir, que ce soit à la maison ou à l'école. L'hyperactivité, c'est un enfant, parmi les critères DSM-5, c'est un enfant qui bouge trop. C'est un enfant, quand on va en consultation, il ne tient pas en place pendant 10 minutes. Donc on ne peut pas. Il passe d'une chose à une autre sans se concentrer sur la chose. Donc c'est-à-dire que les tâches entamées ne sont jamais terminées, avec un déficit de la concentration. Il ne se concentre pas dans ses tâches, et il ne finit pas ses tâches, il est pressé, il s'empresse d'aller d'une activité à une autre sans donner le temps de vraiment connaître, de terminer la première tâche et de connaître un peu la valeur de l'activité elle-même. Donc c'est un enfant hyperactif qui bouge trop, qui va dans tous les sens, qui est turbulent, qui a aussi des déficits de la concentration, de l'attention et de la concentration. Leur maman est vraiment inquiète, surtout des difficultés scolaires. Ces enfants souffrent des troubles de l'intention et de l'hyperactivité, troubles fréquents chez l'enfant. يبداو شيوخا لا سونيت دالارم يبداو يتفوا بلان دو رومارك راهو غايس في المسيد وبعد كيلقاو يشوفوك غايس توجور ما يسانكيت با بور لونفون عندكم دي بروبليم على ميزون يقعد يسونوي فاسيلمون ما يكملش ما يديرش لي دوفوار تاعو il avait le plus grand problème تاعو un refus d'écriture ما يحبش يكتب. Est-ce que ما يحبش يكتب باسكو يكتب لونتو؟ يعرف يكتب تري بيان، يعرف الاخر القرايه كما يقول لك على بالك quand on fait pas quelque chose بعد il y aura des difficultés quand on est à jour نكتبوا à jour وندير هو il se fatigue facilement في la classe. D'accord. يعيا بالخف باسكو يبوج توجور يبوجي يغايس تقول لي نصيبو وسيم حتى يقولوا وسيم تو الطون غايس وما يكملش يحب توجور باسي على اوتر شوز. شنو غادي نتبع في الدرس؟ تبع في الدرس تقرا قراءة. تقرا مليح؟ نعطوك كتاب تقرا. ها؟ صح لا. لا علاش؟ Souvent réduits au terme hyperactivité ou à des enfants turbulents.
Les troubles déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, est pourtant un trouble complexe difficile à repérer, qui associe différents symptômes. En tant que maman, lorsque les profs ton fils chez un psychologue ou un psychiatre et tout, pour le cas d'Yalo, ils ne prennent pas en considération le cas Tao. Pour eux, c'est un enfant, il perturbe la classe, un feignant, mais il fait pas ses devoirs et tout. Malgré t'expliquer le cas, ils ne prennent pas ça en considération. Et ça te rend malade. Voir le comportement de cet enfant dans diverses situations, dans divers environnements, voir s'il n'y a pas une carence affective sous-jacente, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes. C'est pour ça qu'on dit que la dynamique familiale est très importante dans le développement de l'enfant. Parce qu'un enfant, il a le droit d'être hyperactif, il est à la quête de la découverte du monde, donc c'est tout à fait normal et qu'il montre des signes d'hyperactivité. C'est pour ça que j'ai parlé de la notion du danger, comment il est à la maison. Même le développement d'un enfant hyperactif, il y a des signes annonciateurs d'un enfant hyperactif dès sa naissance en fait. C'est un enfant qui ne dort pas, qui ne fait pas ses nuits, qui a des troubles du sommeil, qui n'est pas calme. C'est-à-dire dès qu'il est nourrissant, il n'est pas calme. Pour ce faire, il est indispensable que les praticiens et surtout les enseignants connaissent les symptômes de l'hyperactivité et adresser les enfants aux spécialistes. La prise en compte par les enseignants des besoins spécifiques de ces élèves est une condition essentielle pour que l'élève ne perde pas toute confiance en lui. Vous allez filmer ici? Alors nous regardions à l'instant, donc c'est un reportage qui revient un peu justement sur les signes, sur les signes évocateurs qui doivent nous alerter. On a vu que c'est dès la petite enfance. Professeur Tapti, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut parler de profil à risque dans l'hyperactivité? Il n'y a pas de profil à risque. À partir du moment où c'est un trouble neurodéveloppemental, donc on est avec. Oui. On ne le devient pas. Ça a été bien dit dans le reportage. Et à la génétique, par exemple? Oui, la génétique, elle est parlante. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a une partie génétique de transmission. On peut acquérir ce trouble de génération en génération. Mais actuellement, ça reste aussi des hypothèses de recherche, hein, donc rien n'est incriminé. Ce qui est incriminé fortement, comme l'a dit donc la résidente dans le reportage, c'est la dynamique familiale qui est très importante. Il y a les carences affectives qui sont très importantes chez un enfant qui est dans un Ces enfants très sensibles, en fait. Voilà, qui sont hypersensibles. Et ces enfants, donc, au niveau de l'école, je tiens à le dire, comme elle l'a dit la résidente, ils ont un problème d'inattention. Un problème d'inattention qui est repéré à l'école. C'est des enfants qui ont beaucoup d'oubli. Par exemple, ils oublient leurs affaires. Oui. Et c'est des enfants qui ont la bougeotte, comme on dit. Oui. Donc très souvent, au niveau de l'école, ces enfants sont blâmés, réprimandés. Donc ils ont un sentiment tout le temps d'échec. Oui. Et un sentiment de dévalorisation surtout. Donc ils ont un problème d'estime de soi, entre autres. Oui, absolument. Vous disiez tout à l'heure, Madame Zidani, que votre enfant a été diagnostiqué à l'école. Au moment du diagnostic, quel a été votre sentiment? Est-ce que vous étiez justement soulagé? Parce que les parents disent souvent qu'ils sont victimes de stigmatisation, parce qu'on dit que c'est un problème d'éducation, on dit que ces enfants ne sont pas bien élevés, par exemple. Est-ce que vous avez souffert de cet aspect? Oui, j'ai vraiment souffert parce que moi, sincèrement, j'ai pas pu savoir mes enfants le problème où ils se situent. Est-ce que c'est un problème, ils n'aiment pas l'école? Ou là, un problème psychologique. Ça, c'est avant le diagnostic. Avant. Oui. Donc, je ne savais pas. Donc, après, une fois que le diagnostic a été fait, j'ai compris que mes enfants, c'est des enfants hyperactifs. Et surtout, elle insiste, le médecin, à chaque fois, elle me dit, c'est des enfants qui ont besoin plus d'intention par rapport à d'autres enfants. Il faut tout le temps être derrière. Oui. C'est un enfant... Un accompagnement, tout simplement. Voilà, tout le temps. Il faut même les profs, il faut leur dire le problème à l'enfant pour qu'ils le prennent en charge. Mais malheureusement... Mais est-ce que vous avez été soulagé? Vous avez été soulagé de savoir qu'ils sont hyperactifs, que finalement c'est pas votre problème d'éducation. Ça vous a déculpabilisé en fait?
Oui, oui, bien sûr, j'étais soulagée. Oui. Alors voilà qui nous ramène un peu. Alors le diagnostic nous ramène un peu à la prise en charge, professeur Tapti. En quoi consiste en fait aujourd'hui en Algérie particulièrement la prise en charge d'un enfant hyperactif? Alors la prise en charge de ce trouble, elle est pluridisciplinaire. Elle n'est pas uniquement médicale, hein, donc elle dépend de beaucoup de paramètres, surtout la famille. Donc, il y a ce qu'on appelle la psychoéducation de l'enfant et aussi des thérapies cognitivo-comportementales. Il faut apprendre à l'enfant de connaître sa maladie, et surtout quand les parents ne connaissent pas la maladie. Donc, une fois que les parents connaissent exactement de quoi il s'agit, d'où l'importance du diagnostic. Et le problème qui se pose, c'est au niveau scolaire. Donc, le but, c'est un peu ces enfants à l'âge de 6 ans, ils sont en classe d'examen. Donc, il faut un travail de psychopédagogique au niveau des écoles. C'est-à-dire que ces enfants apprennent différemment des autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont malades. Ce n'est pas pour autant qu'il faut les stigmatiser. Donc c'est un travail collégial où doivent intervenir les psychomotriciennes, les psychologues, les médecins, la famille, la société. L'enfant lui-même doit être l'enfant lui-même, il doit être acteur parce qu'il doit connaître les symptômes. Il doit connaître vraiment sa maladie. C'est très important. Professeur Tapti, on va en parler plus amplement, mais on va juste regarder un spot publicitaire du sponsor de l'émission et on revient juste après. Santé Mag vous est présenté par Saïdal. رائد في صناعة الأدوية الجليسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدان، مؤسسة في أوج النمو. Alors on parlait justement du rôle de la prise en charge d'une manière générale, du rôle de l'école. En fait, c'est une triade. Hein. Il y a l'école, les parents et l'enfant lui-même, on disait à l'instant. N'est-ce pas, professeur Tapti? Oui, parce que l'impact d'abord, donc l'impact du trouble en lui-même, c'est un impact social, c'est un impact familial, c'est un impact scolaire. Oui, par exemple, au niveau scolaire, hein, je cite un exemple comme ça, un enfant qui ne se tient pas en place, il est très turbulent. Au niveau des écoles, par exemple, dans les pays développés, ce qu'on fait, c'est de ramener par exemple une chaise à eau. Tellement parce qu'il est très dérangeant, on le met dans une chaise à eau, comme ça quand il va bouger... les enseignants aussi sont formés pour... Les enseignants sont formés. C'est le but, nous actuellement, c'est de former tout ce beau monde-là pour la prise en charge d'un enfant présentant ce trouble. Parce que sinon, si on ne le prend pas en charge à temps, il va développer sa personnalité sur des sentiments de dévalorisation, sur les sentiments d'autodépreciation. Il risque d'avoir des problèmes psychologiques. Voilà, il va développer. Mais il faut en parler sur un point très important parce que cet enfant va grandir. Donc le retentissement social, il est très important. Ce sont des enfants qui prennent beaucoup de risques. Ce sont des enfants qui ont des addictions. Ce sont des enfants qui prennent des risques sexuels inappropriés. Ce sont des enfants donc, qui sont addicts. Donc c'est une éducation qui se fait, psychoéducation, à ce que l'enfant ne plonge pas dans les addictions. Donc vous voyez, donc la prise en charge, elle est globale, elle doit être globale. Absolument, d'où l'importance de consulter justement. Madame Zidani, j'ai envie de revenir là-dessus justement, parce que vous m'en parliez tout à l'heure, vous en avez souffert vous-même du manque de compréhension, justement, notamment à l'école. Vous avez dit que les enseignants ne comprennent pas que votre enfant a un problème. Oui, ils ne comprennent pas. Et ça pose un grand problème pour... Il n'y a pas une coordination entre le parent... Ils savent que votre enfant est hyperactif. Ils savent. Des fois, ils ne prennent même pas la peine de le prendre en charge comme il faut. Ils le considèrent, c'est un enfant turbulent. Mais il veut pas, il n'aime pas l'école, il n'aime pas écrire. La prise en charge, elle n'est pas prise par l'école.
Alors que le rôle est important. C'est un rôle très important à jouer très dans la prise en charge des enfants hyperactifs. Oui. Est-ce que votre enfant a bénéficié d'une prise en charge, par exemple, comme disait tout à l'heure le professeur Tapti, la rémédiation cognitive? Est-ce qu'il a été pris en charge par des pédopsychiatres, par des psychologues également, des orthophonistes? Oui, il était pris en charge. Ils ont fait plusieurs tests, plusieurs tests à mon fils pour le dernier diagnostic, c'était un enfant qui a un problème de concentration. Il ne se concentre pas. Oui. C'était ça. Donc, tant qu'il ne se concentre pas, il ne peut pas terminer son travail. Il s'ennuie facilement. Il s'ennuie facilement à la classe. Il ne termine pas ses tâches. Toujours les tâches c'est à moitié. Et malgré la prise en charge, il n'y a pas d'amélioration? Il n'y a pas d'amélioration parce qu'il n'y a pas une continuité à l'école. À l'école, ils ne le prennent pas en charge comme il se doit. Voilà. Il y a aussi, dans la prise en charge, il y a aussi l'aspect peut-être de la prise en charge médicamenteuse. Éventuellement, on peut conseiller on en parle un traitement pharmacologique. Parfaitement, donc on parle de la médication. C'est une fois qu'il y a une insuffisance de toutes les thérapies adoptées. Oui. Donc il y a quand même une chimiothérapie, on donne des médicaments pour un peu... c'est des éveillants, c'est ça? C'est la Ritaline? Des psychostimulants, beaucoup plus. C'est des psychostimulants qu'on donne à ces enfants. Donc il faut que ça soit sur donc une ordonnance qui est sécurisée, un bilan pré-thérapeutique, un bilan complet. Mais on avantage beaucoup plus la psychoéducation de l'enfant dans les 3 segments. Oui, les parents sont très réticents aussi quand il s'agit de médicaments. Bah oui, donner un médicament à un enfant de 7-8 ans, généralement les parents n'acceptent pas. Mais on essaye de les convaincre que par moment, vu l'instabilité présentée par ces enfants, il est impossible de ne pas les sédater. On peut conseiller aussi le sport, professeur Tapti? Bien sûr, parce que ça canalise un peu toute cette énergie de ces enfants. Donc l'équithérapie, le sport, tout ce qui peut canaliser leur force. Mais je reviens à ce qu'a dit madame, le travail doit être fait par les parents. C'est un travail de communication. Donc il faut travailler avec l'enfant. Donc il faut toujours gratifier l'enfant. Il faut toujours être positif avec lui. Ne pas punir ses enfants, c'est très important. L'enfant vit dans un monde de culpabilité, dans un monde de remords. Vu l'agressivité, on a vu ces enfants-là, par exemple, agresser des enfants et juste après, ils regrettent son geste. Donc ils vivent dans un monde de moquerie, de culpabilité, de stigmatisation. Et ça, c'est très important pour l'estime de soi. C'est pour ça que ces enfants, il faut les gratifier, il faut les encourager. Voilà, les encourager surtout, et les insérer dans ce monde social, professionnel. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un impact professionnel. C'est-à-dire que le TADA, comme c'est un problème neurodéveloppemental, donc il se développe jusqu'à l'âge adulte. Heureusement que beaucoup de signes, entre autres l'agressivité, commencent à s'atténuer et à s'estomper avec l'âge. Comment vous les accompagnez aujourd'hui, vos enfants, madame? Par exemple, sur le point de l'hygiène de vie, il y a beaucoup de facteurs aggravants. Est-ce que vous évitez, par exemple, les écrans, le fait de dormir tard? Comment vous les accompagnez aujourd'hui, madame? Quand ils commencent l'école, la télé, c'est les week-ends. Le soir, ils doivent dormir très tôt. Oui. Très tôt pour que la journée demain... Il la commence bien, donc les tablettes, la télé, c'est interdit. Oui. Mais c'est interdit. Voilà. Vous aimeriez peut-être revenir là-dessus, professeur? Est-ce qu'il y a les facteurs aggravants, peut-être pour donner un dernier conseil aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Quand on a un enfant hyperactif, peut-être qu'il faut faire attention justement aux écrans, Oui, actuellement, on assiste... L'alimentation aussi, par exemple les sodas hypercaféinés, ce genre de choses. C'est-à-dire il ne faut pas donner de stimulants. Oui. Mais actuellement aussi, il faut parler d'une chose qui est très importante. Il y a une profusion d'éléments distracteurs dans la vie quotidienne de l'enfant. Voilà, donc cet enfant déjà... Au niveau du cerveau, il souffre de ce qu'on appelle d'un filtre. Oui. Donc, le filtre, c'est quoi? C'est un individu tout à fait normal. Le cerveau, il reçoit des informations, mais il arrive à filtrer. C'est quand vous prenez, par exemple, 2 ordinateurs. Vous avez un ordinateur, vous allez l'utiliser pour la saisie, et vous avez un autre micro-ordinateur pour de la musique, pour travailler. Donc, l'autre, il va s'épuiser rapidement. Oui. Donc, pour ces enfants, ils ont un problème d'addiction. Donc, il faut bien évidemment les contrôler par rapport aux tablettes, par rapport à toutes les stimulations exogènes et
l'extérieur. Donc, il faut faire très favoriser attention. l'activité physique. Il faut favoriser l'activité Qui est physique. très importante. Voilà. Merci d'avoir fait d'avoir participé à cette émission. Pour terminer peut-être sur une note positive, il faudrait rappeler que Albert Einstein était hyperactif, que également Pablo Picasso était hyperactif, et puis l'athlète le plus médaillé des Jeux Olympiques, en l'occurrence Michael Phelps, lui-même était hyperactif, pour dire qu'en finalité ces enfants peuvent réussir dans la vie. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous dans une semaine.